Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition des JT sur Zaï Télévision. Donc voici le sommet. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu en audience le 10 avril dernier au Palais de la Marina une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour promouvoir le dialogue interreligieux et renforcer la cohésion sociale dans le pays. Les détails dans un instant. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari, a reçu en audience le ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon. Ils ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente. On en parle dans un instant. Hors de nos frontières, au Gabon, le chef de la junte qui a renversé le président Ali Bongo en 2023 a été élu président de la République d'après les résultats provisoires annoncés ce dimanche 13 avril 2025 à l'issue des élections présidentielles de ce 12 avril. On en parle dans quelques minutes. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Démarrons cette édition par un Canénois. José Plia n'est plus. Il est décédé ce dimanche 13 avril à Miami, aux États-Unis, à l'âge de 59 ans. Le désormais ancien chargé de mission aux arts et à la culture du président Patrice Talon est né le 17 avril 1966, écrivain et dramaturge. Il fut précédemment directeur de l'Agence nationale de promotion du patrimoine et du développement. La date de son inhumation sera communiquée dans les tout prochains jours. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, une délégation du cadre des confessions religieuses a rencontré le chef de l'État le 10 avril dernier dans le cadre des efforts du gouvernement pour promouvoir le dialogue interreligieux et renforcer la cohésion sociale dans le pays. Selon un compte rendu de la séance publié par la présidence, plusieurs sujets ont été au cœur des discussions. L'un des sujets a été la caducité de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin. Les échanges ont aussi porté sur la question de la laïcité, les conflits internes qui subsistent au niveau de certaines confessions religieuses et la situation politique dans le pays. L'affaire de complot contre la sûreté de l'État impliquant de proches du président Patrice Talon n'a pas été occultée lors des échanges concernant les élections générales de 2026. Le président de la République a proposé l'organisation d'une rencontre des membres du cadre de concertation. Les conclusions de cette rencontre pourront contribuer à la réussite de l'organisation de ces élections. 9 années se sont écoulées depuis l'accession de Patrice Talon à la magistrature suprême le 10 avril 2016. Un chef d'entreprise en marge des partis traditionnels arrivé au pouvoir avec une promesse, instaurer une dynamique de changement et de développement. Les citoyens béninois livrent ceux qui, selon eux, au micro d'une équipe de la rédaction de Zaï TV, constituent les acquis de ces années. Dans un an, jour pour jour, ce serait 10 ans, il y aurait bouclé un mandat et 2 mandats. Contrairement à ce qui avait été dit, c'était un mandat et unique. Bon, puis après il a avisé, et puis là, voilà, donc après 2 mandats. Bon, c'est très bien. 2 mandats faits. Le bilan politique est mitigé. Moi, je dis que le bilan politique est mitigé parce qu'au Bénin, nous sommes de toute façon dans l'alternance politique, ça va, ça vient, donc rien de nouveau sous le soleil. Sauf que chacun... Alors, ce qui est intéressant dans
dans cette affaire, je vais élargir un peu, c'est-à-dire que les chefs d'État béninois jusque-là, depuis Kérékou, depuis Soglo, après la conférence nationale, les présidents de la République viennent au pouvoir sans parti politique et créent des partis derrière. Ça a été le cas de Soglo, ça a été le cas de Boniani, ça a été aussi son cas. C'est-à-dire que le cas de Patrice Talon. On vient au pouvoir soutenu par une masse, mais après, on crée un parti pour soutenir l'acte, les actions politiques. Et je trouve donc que sur le plan politique, il n'y a pas, à pas avoir créé deux blocs politiques, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la langue. Sur le plan politique, statu quo. En revanche, sur le plan économique, oui. Sur le plan des réalisations, oui. Et il y a des choses ont été faites qui sont même visibles, hein. Il faut pas se voiler la face. Des choses ont été faites, c'est très bien. Et une dynamique économique a été impulsée. Donc, il faut continuer cette dynamique politique-là. Donc, même après lui, j'ai coutume de dire que un État ne s'arrête pas lorsqu'un président de la République part. Le pays, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Le Bénin va continuer de vivre, mais il faudrait que les remplaçants, quels qu'ils soient, s'inscrivent dans cette logique imprimée par l'actuel président Talon. Sur le plan politique, mes réserves, je vous l'ai dit. Sur le plan des réformes économiques, je suis d'accord. Il a fait de très belles choses et c'est une dynamique dont on ne peut pas dans les prochains jours, l'année prochaine, avoir le fruit de ce qu'il a fait. Non. Ce sont des choses qui s'inscrivent dans la durée. Lorsqu'on parle par exemple des routes qui ont été faites où le pays un maillage du pays a été fait, vous avez des gens qui vont vous dire, comme ils ont dit sur Soglo, on ne mange pas les pavés, hein. Et puis après, ils vont vous dire, on mange pas les goudrons, hein, on mange pas l'asphaltage, des trucs comme ça. Oui, mais ce sont des réalisations économiques. Hein. On mangera pas ça, mais ce sont des réalisations économiques. Ça permet, on voit en économie de base, que les moyens de communication participent à l'économie du pays, participent à ce que le pays interéchange. Voilà. Et quand on va passer de Cotonou à Lokossa, ou de Lokossa à Abomey, de Abomey à Kétou, etc., il faudrait, d'Abomey à Kétou et tout ça, il faudrait qu'il y ait effectivement des bons moyens de communication et qui participent à l'économie. Donc et puis on va continuer les marchés qui ont été refaits. Bon, voilà, c'est toujours bien de faire ces petites choses là. Le centre de Glodjibé, c'est bien. Ce sont des pôles de développement, ce sont des pôles économiques. C'est intéressant. Tout ça, ce sont de petites pierres posées. Il faut aller au-delà. C'est un début. Il faut pas dire que c'est mauvais en soi. Non. Ça participe réellement au développement du pays. Il y a un embellissement, mais l'embellissement ne fait pas tout. C'est une dynamique. Il faut pas s'arrêter à ça. Et donc, je trouve que sur le plan des réformes économiques, moi, je mets un bon point. Sur le plan des réformes politiques, je suis moins chaud, quoi. En visite de travail au Bénin, le ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon, a échangé avec son homologue béninois, Olusegun Adjadi Bakare. La rencontre a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques entre le Bénin et la Slovénie. Le point des échanges avec nos confrères de Canal 3 Bénin. La poignée de main, bien chaleureuse pour la circonstance, en signe de cordial bienvenue à l'hôte qui a seulement la veille foulé le sol béninois pour la toute première fois. Cette personnalité de haut rang sur le tapis rouge, reçue ici par son homologue béninois, est la ministre des Affaires étrangères de la République de Slovénie. Après les présentations d'usage, Olusegun Adjadi Bakare et Tanja Fajon se parlent en tête-à-tête. S'ensuit la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques entre le Bénin et la Slovénie. Il va y avoir par la suite une séance de travail élargie aux deux délégations des deux parties.
C'est une toute première visite au Bénin. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères. Nous avons tenu de fructueux échanges et signé 2 accords bilatéraux entre nos États. Cela représente pour nous la première étape du développement des relations économiques entre le Bénin et la Slovénie. Je représente également l'Union européenne et dans ce sens, le Bénin est attendu en tant que pays stratégique au prochain sommet Union africaine et Union européenne. Nous avons aussi parlé de la sécurité et des modalités de soutien de l'UE au développement inclusif du Bénin. La ministre slovène des Affaires étrangères rencontre ensuite les responsables et les étudiants du futur hub régional du savoir et de l'innovation Semen City. Tonja Fajon se rendra en visite guidée au port autonome de Cotonou avec des discussions autour de l'économie, des investissements et les chantiers en cours. En après-midi, le programme de la diplomate est consacré à une visite au ministère de l'économie et des finances. Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbao, a animé dans l'après-midi du 8 avril 2025 un point de presse au palais des gouverneurs. Ceci en prélude à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025 qui s'est ouverte le 10 avril 2025. Le compte rendu signé avec nos confrères de Canal 3 Bénin. Première session ordinaire au titre de l'année 2025 s'ouvre sur le sceau du rayonnement de notre diplomatie parlementaire. À cet effet, l'Assemblée nationale du Bénin aura l'insigne honneur d'accueillir une délégation de haut niveau du Parlement panafricain, conduite en personne par son président, le sénateur Fortune Zéphania Charumbira. La session qui s'ouvre jeudi prochain s'annonce tout aussi dense et stratégique pour la vie de notre nation. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, on peut citer la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. La proposition de loi modificative de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant réglementation de la microfinance en République du Bénin. La proposition de loi modifiant et complétant la loi 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Le projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. La demande de seconde lecture de la loi 2025-6 modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifié et complété portant code de procédure pénale en République du Bénin. L'un des principaux enjeux de cette session sera donc d'assurer une meilleure adaptation de notre cadre légal aux défis contemporains, qu'ils soient d'ordre économique, environnemental ou social. Les députés de la 9e législature ont en effet repris le 10 avril 2025 le chemin de l'hémicycle dans le cadre de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025. Dans l'attente de l'ouverture officielle de l'événement, quelques députés ont annoncé les couleurs au micro des reporters de la télévision Hémicycle. Suivons ensemble. Je peux dire que c'est avec joie que je suis là et que je me suis bien reposé. Je pense qu'avec le repos bien mérité que nous avons eu, nous sommes très frais et nous savons que beaucoup de choses nous attendent. Et c'est le moment pour moi de dire que nous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent. Déjà, par le passé, nous avons déjà voté assez de lois et qu'actuellement également nous sommes prêts pour aborder. J'ai vu l'ordre du jour qui a été présenté, ça fait 18 points et je pense que les 18 points seront abordés avec abnégation et avec joie. Je place l'ouverture de cette session sous le signe de la continuité parce que déjà,
il y a eu quelque chose, ce n'est pas la première session ordinaire de cette mandature. Il y a eu déjà d'autres ouvertures et nous pensons que nous avons abordé différents sujets. Et je pense qu'à l'instar de ce que nous avons déjà abordé comme élément lors des sessions antérieures, nous allons également aborder cette session dans la continuité et que ce seraient les mêmes procédures, ce seraient les mêmes débats. Et nous pensons que nous sommes prêts à avoir la position, à maintenir la position que nous avons maintenue depuis le début. Et nous allons poursuivre dans cette position-là jusqu'à la fin de la mandature. Nous sommes là pour reprendre les activités parlementaires afin donc de satisfaire les besoins de la population. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement sur le plan législatif et contrôler également les actions donc, du gouvernement. Donc, nous sommes là pour accompagner. Je place l'ouverture de cette session sous le signe du rayonnement de l'Assemblée nationale, et sous le signe de l'ouverture de la diplomatie parlementaire. Puisque vous savez, nous avons des invités de marque ce matin. Et donc, je pense que je place également cette ouverture sous le signe de la cohésion de l'équipe et de la fraternité qui doit caractériser chacun de nous. C'est une fierté de voir le président du Parlement panafricain à nos côtés aujourd'hui pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025. Cela montre que c'est la diplomatie béninoise qui est en marche, le dynamisme. Nous plaçons cette rentrée parlementaire sous le signe de la dynamique du développement, comme le fait déjà le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. Nous, les députés du Parlement béninois, nous allons l'accompagner pour la bonne marche du pays. Restons toujours au palais des gouverneurs. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a reçu en audience une délégation de l'Association des mécaniciens automobiles de la ville de Porto-Novo, conduite par le président Ibrahim Akholou. L'objectif de cette rencontre, il souhaite avoir le soutien du président de l'institution afin de construire un centre de formation mécanique automobile digne du nom à Porto-Novo. Le compte rendu avec nos confrères de la télévision Hémicycle. Ils sont venus faire entendre la voix de la mécanique, cette science du quotidien qui façonne la mobilité urbaine et fait vivre des centaines de familles. Porte-étendard du génie artisanal à Porto-Novo, les membres de l'Association des mécaniciens automobiles de la capitale ont été reçus en début de soirée par le président de l'Assemblée nationale. Objectif, plaider pour un appui structurant en matière de formation continue et de visibilité institutionnelle. Dans notre département ici, depuis le Bélé jusqu'à Kétou, il n'y a aucun centre de formation digne de son nom. Donc pour chaque fois, pour faire des formations, il faut aller à Cotonou, Calavi, Boycon, etc. Bon, on était voir le président pour qu'il nous intervienne, pour qu'on voit un domaine là où on peut faire construire une centre de formation digne de son nom. C'est une honte pour nous, pour qu'on traque des véhicules de Porto-Novo pour aller à l'autre chose là. Et il faut voir une centre de formation digne de son nom dans notre département ici. C'est pour ça qu'on est venu voir le président. À peine le temps de clore cet échange que le président Louis Vlavono accueille une seconde délégation. Cette fois-ci, issue du monde académique, conduit par le comité d'organisation du colloque scientifique international en hommage au professeur Jean-Claude Oumenou. Ces universitaires sont venus présenter une initiative ambitieuse portée par l'École normale supérieure et des institutions partenaires. Connaissant l'attachement de l'homme aux sciences, à la formation et à l'éducation, nous lui avons porté le message concernant l'organisation de colloques scientifiques internationaux qui porte sur l'humanisme, qui est aussi l'une des valeurs qu'il incarne. Ce colloque vise à réunir la communauté universitaire autour de thématiques qui est la présence de l'humanisme, de la valeur de l'humanisme dans la formation des étudiants et des innovations technologiques et pédagogiques. Alors donc ça vise à réunir la communauté universitaire, à partager avec la communauté universitaire les résultats conclusifs des différentes recherches et études que des collègues enseignants ont eu à réaliser, chacun dans son milieu universitaire, et ceci pendant 3 jours. En recevant ces deux délégations en l'espace d'une même soirée,
le président de l'Assemblée nationale confirme son engagement à faire de l'institution parlementaire un lieu d'écoute, de reconnaissance, de valorisation, qu'il s'agisse de savoir-faire manuel ou de savoir scientifique. Le Conseil des ministres s'est tenu comme à l'accoutumée cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement béninois, Patrice Talon. Au thème des échanges, plusieurs décisions ont été prises. Le compte rendu avec Léon Mbedi. En point 1, création de la société Bénin Tour SA et approbation de ses statuts. Depuis quelques années, des réformes et projets ont été réalisés pour créer une industrie touristique pourvoyeuse de richesses et faire de ce secteur le principal outil de rayonnement du Bénin à l'international. Une évolution satisfaisante s'en dégage avec la mise en place de projets à forte valeur ajoutée, notamment les infrastructures muséales et hôtelières, les arènes culturelles, les espaces de divertissement, les stations balnéaires et divers autres sites attractifs. Dès lors, il s'avère indispensable de déployer une commercialisation à grande échelle de toutes ces offres à fort potentiel touristique. C'est donc dans ce cadre que le gouvernement a décidé de créer la société Bénin Tour SA, ayant notamment pour objet la réalisation de prestations de tour opérateurs aux fins de vendre la destination Bénin sur le plan international. À ce titre, elle aura pour principale mission la conception, l'organisation et la commercialisation des voyages et séjours touristiques. Elle pourra, par ailleurs, réaliser toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pour favoriser son extension ou son développement. En point 2, mise en place d'un système d'information et de gestion électronique de la commande publique en République du Bénin. Le gouvernement entend tirer parti des opportunités qu'offre le numérique en vue de simplifier et renforcer l'efficience et la transparence des marchés publics en mettant en place un système dématérialisé pour la commande publique. À cet effet, il a été procédé à la révision des tests qui encadrent la passation des marchés. Ce faisant, et au-delà de l'évolution technologique dont les avantages sont irréfutables, la digitalisation de la commande publique va générer d'importants gains et progrès profitables tant aux soumissionnaires qu'aux autorités contractantes. C'est pourquoi, au terme des démarches entreprises avec les parties prenantes, le Conseil a adopté les tests irrelatifs à cette étape et les ministres concernés sont instruits de veiller à leur application. En point 3, modalité de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de confirmation cadastrale des droits fonciers et de mise à jour du cadastre national. Un bilan d'étape de mise en œuvre du décret numéro 2023-684 du 20 décembre 2023 portant sur cette matière fait ressortir d'une part l'aboutissement de la couverture intégrale de la ville de Cotonou en cadastre national par le mécanisme de l'enregistrement collectif. D'autre part, il a permis de constater l'engouement sans équivoque des populations pour le mécanisme innovant de sécurisation du foncier. Aussi, l'ambition du gouvernement étant d'assurer dans un délai raisonnable la couverture intégrale du territoire national, a-t-il été élaboré un programme national foncier dont la vocation est de définir et réunir dans un document exhaustif le montage juridique, technique et institutionnel de mise en œuvre d'un programme foncier spécifique au Bénin. Celui-ci prendra en compte non seulement le cadastre national, mais également d'autres intérêts fonciers tels que la problématique du pastoralisme, la cohésion sociale, la protection de l'environnement, etc. Le présent décret abroge celui de 2023 et consacre une meilleure prise en charge des volets liés à l'égalité de chances, la protection de l'environnement, l'enregistrement collectif de terres au cadastre. De façon spécifique, il intègre à son champ d'application les droits d'usage et met en place de nouveaux moyens pour renforcer la sécurité et la fiabilité du processus tout en favorisant l'enregistrement de toutes les parcelles au cadastre. De même, il clarifie la nature juridique et les effets du certificat d'enregistrement au cadastre national ainsi que les conditions de sa délivrance, les délais d'action non explicités dans le décret en vigueur, le niveau d'implication des collectivités territoriales,
notamment dans la prise en charge de la formalisation des transactions foncières et la correction des données cadastrales. La responsabilité des acteurs chargés d'utiliser la plateforme e-foncier Bénin. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre chargé du cadre de vie sont instruits de veiller à leur mise en œuvre. En point 4, fixation de la liste des fonctions politiques ouvrant droit à des avancements automatiques d'échelon et de grade. Au terme de la loi portant statut général de la fonction publique, citation, le fonctionnaire de l'État détaché pour exercer une fonction politique bénéficie d'avancements et de promotions automatiques pendant l'exercice de la dite fonction. Fin de citation. Avec l'instauration de la démocratie comme système de gouvernance depuis 1990, des fonctionnaires sont nommés ou élus dans diverses fonctions politiques pour accomplir un mandat et leur évaluation au même titre que les autres agents de l'État étant difficile, il s'est avéré nécessaire de prévoir un mécanisme d'avancement les concernant, l'objectif visé étant de ne pas compromettre le déroulement de leur carrière. Le décret énumère de façon claire et précise la liste des fonctions ouvrant droit à des avancements automatiques d'échelon et de grade pour éviter tout abus ou toute complaisance. Suivons à nouveau le porte-parole du gouvernement béninois Wilfrid Léon Ngbedi sur les mesures normatives adoptées. En point 5, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relative à l'entrée, au séjour, à la résidence et à la sortie des étrangers en République du Bénin. La loi numéro 86-012 du 26 février 1986 relative au régime juridique des étrangers dans notre pays ne répond plus totalement aux exigences actuelles de mobilité, d'attractivité territoriale, de promotion du tourisme et de coopération régionale et internationale. En effet, depuis l'adoption de celle-ci, il y a eu des avancées significatives dans plusieurs secteurs de la vie sociale, économique et politique. C'est pourquoi il est apparu pertinent d'engager la refonte complète de la loi en vigueur afin de mettre en place une législation moderne, équilibrée et cohérente relative à l'entrée, au séjour, à la résidence et à la sortie des étrangers. Les ministres concernés veilleront à l'aboutissement de la procédure législative y relative. En point 6, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants en République du Bénin. La principale modification envisagée concerne l'intitulé de l'attestation provisoire actuelle, qui deviendra une attestation d'éligibilité au bénéfice de la nationalité béninoise. Cette dénomination permettra de clarifier le statut des bénéficiaires en attente de finalisation de leur demande, sans créer de confusion avec les effets de la nationalité. Par ailleurs, les modalités de transmission de la nationalité béninoise par reconnaissance ont été précisées, ainsi que celles de jouissance de la pleine nationalité. En somme, la notification projetée s'inscrit dans une volonté d'harmonisation législative, de simplification administrative et de respect des principes de sécurité juridique, de transparence et d'efficacité. Elle a également l'avantage d'offrir un cadre plus lisible, plus protecteur, conforme aux ambitions du Bénin en matière de retour aux origines et de reconnaissance des afro-descendants dans la communauté nationale. En point 7, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif aux associations et aux fondations en République du Bénin. Ce texte, une fois voté, abrogera les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires. Il vise à actualiser le cadre légal existant afin de réduire les ambiguïtés juridiques, rendre conforme la réglementation en vigueur aux défis actuels et créer les régimes adaptés à chaque type d'association et de fondation. Il dispose, entre autres, sur les modalités de financement, la gouvernance,
de même que sur les questions relatives à la transparence et au suivi de leurs activités, en lien avec les risques qui y sont liés. Le DITEST institue, en outre, un registre des associations et fondations destiné à recevoir les déclarations d'existence, les inscriptions modificatives les concernant, ainsi que toutes autres déclarations prescrites par les lois et règlements. Sous cette même rubrique des mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets portant création de l'Agence nationale du paysage, approbation de ses statuts et nomination des membres de son conseil d'administration. Modification des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin SA et nomination des membres de son conseil d'administration. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants près le Fonds d'investissement et de garantie des petites et moyennes entreprises. Dans un autre contexte, à présent, du 7 au 11 avril 2025, s'est tenue à New York la 58e session de la Commission de la population et du développement. Représentant le Bénin à cet événement de portée mondiale, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a porté la voix du gouvernement béninois devant la communauté internationale. Prenant la parole, le ministre Abdoulaye Biotchane a salué au nom du président Patrice Talon la pertinence du thème retenu pour cette session, je cite, « Permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être à tous et à toute taille ». Suivons-le dans cet élément réalisé par nos confrères de la télévision nationale pour plus de précisions. Sous la houlette du président Talon, nous avons engagé des réformes ambitieuses et structurées autour d'investissements massifs et de réformes. Dans le domaine de la santé, c'est d'abord la construction, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures sanitaires modernes dans tout le pays, y compris la construction récente d'un hôpital international à Calavi, pas loin de la capitale économique, Cotonou. Deuxièmement aussi, c'est le recrutement massif de professionnels de santé pour améliorer la qualité des soins. Mais tout cela n'aura un impact perceptible pour les populations que si c'est accompagné de réformes importantes. Et c'est à ce titre que nous avons engagé une réforme pour l'assurance médicale universelle au bénéfice des couches les plus vulnérables de notre population. Aujourd'hui, 80% de la population béninoise a accès à l'eau potable. Il y a moins de 10 ans, seulement 40% de la population avait accès à l'eau potable. Et ce sont ces efforts qui renforcent tout le travail qui est fait dans le domaine de la santé. En 2016, très peu d'enfants avaient accès aux cantines scolaires. Aujourd'hui, 80% des enfants qui vont à l'école primaire ont accès à un repas par jour et d'ici 2 ans, c'est un accès universel, c'est-à-dire que tous les enfants qui vont à l'école primaire publique auront accès à ce repas-là. En 2016, très peu d'enfants avaient accès aux cantines scolaires. Aujourd'hui, 80% des enfants qui vont à l'école primaire ont accès à un repas par jour et d'ici 2 ans, c'est un accès universel, c'est-à-dire que tous les enfants qui vont à l'école primaire publique auront accès à ce repas-là. Dans cette même dynamique, le Bénin s'apprête à lancer dans quelques semaines un projet national de supplémentation nutritionnelle des 1000 jours, visant à prendre en charge les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Car nous savons qu'agir tôt, c'est prévenir les carences, les morbidités et les inégalités de santé. Et c'est pour promouvoir cette idée que nous organisons très prochainement, d'ici le mois de juin, une conférence internationale sur la nutrition. Le gouvernement du Bénin est convaincu que la santé pour tous, à tout âge, exige un leadership féminin renforcé. Et pour le concrétiser, il faut avoir les femmes autour de la table de décision. C'est pourquoi nous avons inscrit dans la loi une réforme politique majeure, qui est de faire en sorte que dans notre Parlement, il y ait au moins 25% de femmes parmi les députés. Cette réforme est aujourd'hui mise en œuvre et nous avons, d'une mandature à l'autre, nous avons multiplié par 5 la participation des femmes à l'Assemblée nationale de notre pays. Au Bénin,
les femmes sont également au cœur de l'économie nationale. Elles contrôlent le commerce de gros, le commerce du demi-gros et le commerce de détail. Elles sont dans tous les marchés de notre pays. Et à cause de cela, nous avons décidé de construire de nouveaux marchés. Nous avons construit une vingtaine de nouveaux marchés nationaux, régionaux et même internationaux pour leur faciliter et pour moderniser l'accès à ces marchés et leur faciliter les conditions de leur travail. En plus de cela, nous avons accompagné cette construction-là par de nouveaux mécanismes d'accès au microcrédit qui leur donnent donc des moyens additionnels de travail. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, poursuit sa tournée nationale de lancement des coordinations départementales avec 2 étapes marquantes: Porto-Novo pour le département de Lomé, puis Cotonou pour le littoral. Objectif: installer les nouvelles structures locales du CES et recueillir les attentes des populations pour une gouvernance plus inclusive. À Porto-Novo, la délégation du CES a été accueillie par la préfète, le coordonnateur départemental Victor Onsa et plusieurs autorités locales. Le compte rendu de la séance avec nos confrères de Canal 3 Bénin. Cette visite du président du Conseil économique et social vise à recueillir les préoccupations des populations. Ravi, la préfète Marie Apotrosou, les membres du Conseil économique et social départemental ainsi qu'autorités locales ont réservé un accueil fraternel à Conrad Baguidi et sa suite. L'autorité départementale saluant les réformes opérées par le CES pour dynamiser ses activités sur le plan national, a exposé les défis auxquels son département est confronté. Elle a plaidé pour la construction d'un pont reliant Lomé à l'Atlantique afin de faciliter la mobilité des populations. Nous voudrions très sincèrement que, avec votre équipe, vous puissiez plaider en faveur des populations du département de Lomé en ce qui concerne la stimulation du secteur agricole à travers le désenclavement de la vallée. Prenant en considération toutes les préoccupations de la préfète, Conrad Baguidi a mis un accent particulier sur le rôle de son institution dans l'analyse des projets de loi à caractère économique et social. Nous avons également pour rôle de pouvoir nous saisir des sujets, notamment liés aux politiques publiques qui peuvent concerner notre population et dire combien ces sujets sont bien adressés ou pas suffisamment adressés par le gouvernement au travers de la loi. Nous pouvons également et nous devons faire en sorte que les populations puissent s'imprégner des lois, des lois, des décrets et autres ordonnances qui sont prises au niveau national pour que les populations puissent s'en imprégner. On dit nul n'est censé connaître la loi. Mais ce n'est pas tout le monde forcément qui connaît la loi compte tenu de ses conditions, etc. Donc le CES a vocation à aller apporter ces informations et les expliquer. Le mandat que nous avons est un mandat assez court. C'est un mandat de défi. Et donc c'est un mandat d'action et d'action pertinente afin de rendre digne notre institution de la confiance. La mission du Conseil économique et social n'est pas que de résoudre les problèmes internes, mais d'être un véritable relais des attentes des populations vers le sommet de l'État. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseaux de Cotonou a organisé le 11 avril dernier une conférence sur le thème « L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels ». Le professeur Joseph Fifame Diogbenou a été le conférencier du mois. Le reportage avec une équipe de la rédaction de Usaï Télévision. L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels. C'est le terme choisi par l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseaux, IAJPCO, pour sa conférence du mois d'avril. Et pour l'animer, l'Institut a porté son choix sur l'éminent professeur Joseph Fifame Diogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. À travers ce choix, l'Institut en particulier et l'Église catholique en général réaffirment son engagement d'écoute de la majorité pour le bien commun. L'Église catholique s'inscrit dans la dynamique miséricordieuse christique lorsqu'elle scrute, examine, analyse et se prononce sur les problèmes de notre temps. Elle ne stigmatise aucune personne, aucune catégorie d'individus. Bien au contraire,
elle écoute et dialogue avec tous les hommes et toutes les femmes de son temps, même si on lui fait des procès d'intention de façon courante. L'invitation du professeur et président Joseph Diogbenou a suscité beaucoup d'intérêt et de passion, ce qui est tout à fait légitime dans un contexte béninois de recherche de la vérité, de sécurité électorale et de grand désir de justice impartiale. L'IAJP Chant d'Oiseau accueille tous les courants politiques, toutes les sensibilités d'opinion et toutes les personnalités politico-administratives qui aiment participer au débat citoyen, comme discussion intellectuelle, surpassant tout intérêt partisan, en mettant l'homme au centre du développement. Devant un public inédit, massivement déplacé pour l'occasion, composé d'acteurs politiques de toutes les obédiences, l'orateur du jour, le professeur Joseph Fifame Diogbenou, a fait son exposé sur la thématique. Les clarifications sur la bonne gouvernance et divers aspects ont été abordés. La bonne gouvernance est un impératif conditionnel. C'est un impératif, mais assorti de conditions. Assorti de conditions et de conditions responsables, respondere, de conditions qui nous amènent à répondre des limites, des vulnérabilités, parce que nous les aurions traitées, de la solidité de notre société, du rayonnement de notre pays, du bien-être de nos populations. Pour tout cela, accentuer la lutte contre toutes les formes de corruption. La société corrompt. Mais bien entendu, dans l'espace public, pour les choix publics, tendus vers le développement de notre nation, la corruption et la lutte qui a été engagée, là aussi depuis 2016, contre la corruption et pour la justice, c'est une lutte salutaire. Il ne faut pas reculer là-dessus. Une conférence riche d'expériences, de savoir et de notions qui ont visiblement comblé les attentes de tous les participants. L'IAJPCO, par le biais du professeur Joseph Fifame Diogbenou, a répondu aux interrogations et incompréhensions qui subsistaient dans le cœur des populations béninoises. Il est important et même vital pour une nation de rendre pérenne l'impératif de bonne gouvernance. Sous le ciel partagé, c'est le nom du film du cinéaste et réalisateur béninois Rotimi Abiala, connu sous le pseudo Rothman. L'avant-première de ce film a eu lieu ce week-end à Canal Olympia de Cotonou. Suivons-le au micro de nos reporters. C'est important pour moi de raconter cette histoire parce que je le vis. Je l'ai vécu, mes parents l'ont vécu et ça continue d'ailleurs. N'oubliez pas, le village de film Rothman est dans une zone où il y a assez d'agriculteurs, il y a assez de peuples. Ils vivent ensemble, mais ça se passe ainsi. Et c'est ce qui m'a amené, j'ai vécu ça, je sens en fait la peine des deux côtés. Du coup, ça m'a donné l'idée de mettre cela à l'écran, de transformer cela en film. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose étant même réalisateur du film, c'est pas la même chose de voir en fait son produit sur un grand écran, surtout dans une salle comme ça. C'est une fierté. Et je peux rien vous cacher, j'étais tellement ému quand j'ai vu les premières secondes de l'image, j'ai dit waouh. Donc on est capable de faire quelque chose comme ça au Bénin. Donc ces jeunes-là avec qui on était dans cette brousse pendant tout ce temps, 2-3 mois, étaient capables de faire tout ça. Alors pourquoi s'en arrêter là? Donc nous vous promettons la seconde partie, pourquoi pas la troisième partie de Sous le ciel partagé. Parce que c'est une histoire qui n'est pas encore finie et la suite est là. Il faut dire que le film informe. Beaucoup pensent en fait que le Bénin se limite à Cotonou et à Port-Novo et à Parakou. Le Bénin c'est ailleurs. Il y a des gens qui vivent ensemble mais qui vivent des choses terribles. Vous pouvez imaginer en fait l'atrocité en fait qui se produit dans les champs quand un troupeau de bœufs entre dans le champ d'un cultivateur et qui ravage tout, il mange tout, jusqu'au point où les bœufs déterrent même des plantes à ces animaux. Et vous imaginez la rage qui anime ce cultivateur qui, dans son élan de protection, en fait, ne réfléchit pas, il agit. Soit c'est avec son coucou, soit avec son arme à feu, mais le reste, nous savons ce que c'est. Des dégâts, ça ne finit jamais.
Ça ne finit jamais. Ça dit, il faut vivre ça pour pouvoir comprendre. C'est terrible, c'est horrible. Il faut qu'il y ait des solutions. Nous informons d'abord. Nous amenons aussi les gens à comprendre qu'en fait, on peut vivre ensemble, on peut avoir des différends, mais on peut se comprendre. Parce que dans le film, vous allez comprendre que ce n'est pas tous les peuples qui sont radicaux, ce n'est pas tous les Yoruba aussi qui sont radicaux. Il y a des gens en fait qui sont pacifiques, il y a d'autres qui ne veulent rien savoir. C'est de la même façon, dans cette histoire, il y a ceux-là à qui ça profite, qui font du commerce, et c'est à nous de faire savoir toutes ces choses-là pour qu'on puisse trouver une solution et pour que peut-être que ça ne va pas finir, mais que ça puisse diminuer. Justice dans cette édition suspendue depuis le 19 mars 2025, le procès sur la disparition de Pierre Hubert Danivor a repris le mardi 8 avril 2025. Julien Akpaki, ancien directeur général de l'Office de radio-télévision du Bénin, a comparu devant la Cour dans le cadre de cette affaire qui défraie la chronique. Interrogé sur les circonstances ayant conduit à la diffusion d'un communiqué à l'antenne au sujet d'un véhicule suspect, l'ex-patron de l'ORTB a rejeté toute implication. Suivant le compte rendu avec nos confrères de la SRTB. Julien Pierre Akpaki, cité comme témoin dans cette affaire rocambolesque, a été auditionné par la Cour. Directeur général de l'ORTB au moment des faits, il reconnaît l'accusé Donatien Moussou, mais pas Alofa. Il déclare avoir reçu 3 personnes à son bureau. Donatien Moussou, le co-accusé, un Camerounais dénommé Priso et Auguste Moussou. C'est justement ce dernier qui se serait présenté comme journaliste qui l'a informé de ce qu'il détenait des informations sur le véhicule qui a fait objet de communiqués en bande défilante sur la télévision nationale. Vu la sensibilité du dossier, il les a référés vers le chef de la sécurité présidentielle de l'époque, le colonel Séverin Koumasegbo, en fonction à la présidence de la République. Après quelques jours sans réponse du chef de la sécurité présidentielle, il dit l'avoir rappelé au téléphone. C'est alors que Koumasegbo décide de les rencontrer à la présidence. Le jour de la rencontre, Julien Akpaki détaille que Auguste Moussou était avec son jeune frère Donatien, accompagné d'un Camerounais dont il dit ne plus se souvenir du nom. Il explique qu'à ce moment, sa mission a pris fin. Plus tard, Auguste Moussou l'appelle une seconde fois pour lui annoncer que son frère a été déposé en prison. Mais Donatien Moussou, convoqué à la barre, rejette les déclarations de l'ex-directeur général de l'ORTB. Il précise qu'ils ont même dîné ensemble avec l'ex-DG à la place du Souvenir à Cotonou. L'audition de l'expert par visioconférence se justifie par le fait que lors des témoignages précédents, à l'instruction notamment, Alofa avait déclaré avoir administré à Pierre Hubert Danivor un produit traditionnel du nom scientifique de Picralina nitida, appelé en fond Ayokpe. Interrogé sur la toxicité de ce produit, Dr Akabassi estime que cette plante, fréquemment utilisée par les tradipraticiens pour guérir certaines pathologies, peut être nocive voire fatale si elle est consommée à forte dose. Il explique aussi qu'il faudrait des essais cliniques pour déterminer la dose mortelle de Ayokpe chez l'homme. Mais Alofa, le principal accusé dans cette affaire, balaie d'un revers de la main cette démonstration scientifique. Il dit qu'il n'a jamais été question dans ses déclarations du Ayokpe, mais plutôt de Sokpakpe, encore une autre plante. Il rappelle que c'était ce qu'on lui avait demandé de dire. C'était une pure mise en scène. Alofa insiste qu'il ne connaît pas Danivor et que c'est la seule vérité dans tout ce qu'il a dit. L'audience est suspendue pour être reprise ce 9 avril. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, chef de la transition militaire qui dirige le Gabon depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du pays pour 7 ans. Il a obtenu 90,35 des voix selon les résultats globaux provisoires annoncés ce dimanche 13 avril par le ministère de l'Intérieur. Son principal adversaire, Alain-Claude Billy, n'a recueilli que 3,2%. Aucun des 6 autres candidats n'a pu franchir la barre des 2% des suffrages. En cas de confirmation de ces résultats dans les prochains jours, Clotaire Brice Oligui Nguema deviendra le premier président de la 5e République instauré à la suite de la transition enclenchée après la chute de Ali Bongo.
Cette édition se poursuit pour à présent. Panthère FC de Dougou a battu Beke FC 1-0 sur le terrain Omnisport de Bembereke. Une victoire importante pour les hommes de Dougou. Suivons ensemble les impressions de coach adjoint de Panthère au micro de nos reporters. Je suis content, très content, parce que ça fait longtemps que nous n'avons plus gagné de match. On a perdu 3 matchs successivement. Et la semaine passée, on est allé faire un match nul aussi, à domicile. Je pense que ce match que nous venons de livrer vient de montrer que le travail que nous sommes en train de battre n'est pas pour rien. Je pense que nous allons continuer par améliorer pour pouvoir rester parmi les meilleurs. Pour le futur, pour le club, c'est se retrouver parmi les 9. Ça, c'est ça. Il faut qu'on doit se battre. Nous sommes en train d'abord de nous battre, faire tout possible pour devenir parmi les 9 premiers de notre poule, synonyme de la Ligue 1 la saison prochaine. Exactement, c'est ça, je dis que c'est le travail. La semaine passée, on a joué en équipe contre Dynamo de Parakou. On a perdu assez d'occasions. Donc dès le retour, on a commencé le travail, on a corrigé. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a su à scorer. Ça veut dire que le travail a payé. Donc nous allons continuer dans cet élan, continuer le travail pour pouvoir encore améliorer devant les buts. Sinon, on pouvait scorer plus d'un but. Toujours dans le même registre, à l'issue du derby opposant Avranco Omnisport à l'équipe de la Sobemap s'est imposée face à son club frais. Le capitaine de la Sobemap a inscrit les 2 buts de la rencontre, un en première période et l'autre en seconde. À la fin du match, les 2 capitaines ont livré leurs impressions. Ils sont au micro de nos reporters sportifs. Sincèrement, ce n'était pas ce qu'on pense du match. Tous les matchs ne sont pas les mêmes. L'adversaire nous a surpris par un but, ce qui a créé de doutes de notre côté. Et vous avez vu la fin. On a pressé. On est venu encaisser encore un but sur une mésentente de notre gardien, de notre défenseur. Maintenant, on est en difficulté. Pour nous, c'est de doubler d'efforts et de concentrer, de travailler plus pour gagner les matchs à venir. C'est un sentiment de joie, de fierté qui nous anime. C'est un derby et un derby, ça ne se joue pas. Un derby, ça se gagne. Donc on a joué pour la gagne et on a gagné ce match et nous sommes heureux après 3 nuls consécutifs. Un but demeure un but, un pénalty c'est un but, donc c'est un but à considérer. On retient la victoire en globalité, le mental et mes 2 buts. C'est continuer sur cette lancée en enchaînant dès vendredi prochain face à S-Police. Pas une victoire et à la fin on va voir où ça va nous amener. Parlons à présent des résultats des autres matchs issus de la 26e journée de la Ligue Pro de football saison 2024-2025. Beke FC face à Panthère, 0 but à 1. Même score pour Dynamo de Parakou et Buff FC. Rodu FC, Dynamique FC, 3 buts à 0. Real Sport Lotto Popo, 0 but partout. Même score pour Adidja FC et Sitatunga FC. Dragon FC AS Cotonou, 0 but à 2. Requin FC face à la jeunesse sportive de Koubé, 1 but à 0. Sobemap FC, Avranco Omnisport, 2 buts à 0. Abeille FC, Tonnerre FC, 0 but partout. Même score pour la rencontre qui a eu lieu entre Bani Gansé et Takouné FC. Cavalier FC, Boa, 0 but partout. Damissa FC, Dynamo d'Aboumé, 1 but partout. Espoir de Savalou et Dadje FC, 3 buts à 2. Aspac, Étoile Finante, 3 buts à 1, Asvo Ayema, 0 but partout. Adidja FC, Coton FC se sont quittés sur le score de 0 but à 1. Et puis la Jacques face à l'AS Police, 3 buts à 0. Voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun et bon début de semaine.